Bonjour. Je retourne en Bourgogne aujourd'hui avec une appellation relativement discrète, mais quand même bien connue des amateurs, c'est Centenay. Centenay, c'est l'extrême sud de la côte de Beaune. Après, quand on redescend, le vignoble s'interrompt un peu et on arrive en côte chalonnaise avec Rully. Au nord, eh bien, on est tout de suite sur la commune de Chassagne-Montrachet et un peu à l'ouest, l'appellation Marange. Centenay, c'est quand même 300 hectares, avec une centaine d'hectares en premier cru rouge. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les Centenay. Je vous rappelle que c'est une grande majorité en pinot noir et qu'il existe quand même une production de blanc, mais beaucoup plus modeste. C'est un peu l'inverse avec Chassagne-Montrachet, où le blanc, très prestigieux, est largement majoritaire, et même de plus en plus, alors que les rouges sont beaucoup moins connus, et c'est dommage. Le premier cru que je vous propose aujourd'hui, c'est Centenay-les-Gravières, en millésime 2020, du domaine Bruno Collin. Ça fait environ une vingtaine d'années que ce domaine existe. Il avait été divisé autrefois pour des raisons de succession. Bruno Collin dispose d'un domaine relativement modeste, à peine 9 hectares, mais sur de très beaux terroirs. Et il complète le tout par quelques achats de raisins. Je vous ai déjà expliqué cette tendance du commerce bourguignon où les viticulteurs, évidemment, ont souvent des surfaces réduites et cherchent à élargir leur gamme par quelques achats de raisins. Ces achats de raisins, en fait, empiètent sur le marché du négoce traditionnel, du négoce beaunois, comme on dit. Et les cartes sont rebattues, ce qui fait que les grandes maisons de négoce cherchent aujourd'hui à être autonomes et de ne plus dépendre de ces achats de raisins. Un bel exemple est Bouchard, qui désormais est pratiquement autonome, il dispose d'une centaine d'hectares en propriété, pour, si vous voulez, sécuriser ses approvisionnements et notamment s'ils veulent développer le bio. Si on a des vignes en propriété propre, c'est quand même plus simple. Donc le commerce se rééquilibre à une époque où le négoce faisait la loi et les propriétaires étaient dans l'ombre et vendaient souvent leurs raisins. Et bien maintenant, aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Le domaine Bouchard, d'ailleurs, a été racheté par François Pinault, par sa filiale Artémis Domaine, laquelle, je vous le rappelle, possède Château-Latour à Pauillac. Donc ce Centenay-Gravières en 2020, il doit être déjà bien ouvert, peut-être pas encore à son apogée. Et ensuite, je vous parlerai de la politique d'extension des premiers crus en Bourgogne qui me chagrine un peu. Je trouve que ce n'est pas toujours justifié. Goûtons donc ce Centenay-Gravières. Belle robe, rubis, relativement soutenue pour un pinot noir. Nez intense, de kirsch, un peu de violette, de rose, et frais, fruité, très plaisant. Un vin d'une belle concentration, grâce à ce beau millésime, et puis les Centenay sont des vins qui peuvent avoir une bonne charpente. Autrefois, ils étaient très bien placés en termes de rapport qualité-prix, mais aujourd'hui en Bourgogne, ça commence à être un gros problème. Les prix deviennent vraiment affolants. Je vais donc vous parler maintenant de ces premiers crus qui commencent à devenir un peu trop, comment dire, je trouve un peu discutable, mais la tendance elle est là. Le cas emblématique d'il y a 3-4 ans, c'est Pouilly-Fuissé, mais là c'était parfaitement justifié parce que depuis longtemps on avait repéré les bons terroirs. Et donc ça en soi c'est pas vraiment choquant. Mais par contre, là, pour cette dernière récolte, c'est Pouilly-Locher et Pouilly-Vinzel, des appellations donc on pourrait dire satellites, qui ont aussi des premiers crus, et je trouve ça un petit peu discutable. Ces appellations, déjà en elles-mêmes, n'ont pas du tout le potentiel qualitatif des Pouilly-Fuissé.
On peut supposer que la profession ne voulait pas laisser de côté ces deux appellations et qu'ils ont cherché un peu à les dynamiser et à éviter les tensions en leur accordant des premiers crus. C'est une démarche que je trouve un peu discutable. Si vous voulez, dans l'histoire des appellations bourguignonnes, les premiers crus c'était déjà dans l'esprit des seigneurs, dans les appellations villages. C'est celles, à mon avis, qui permettent de mieux saisir la typicité du terroir. Quant aux grands crus, qui n'existent pas partout, bien sûr, ce sont les seigneurs de la Bourgogne. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont obtenu des appellations qui représentent le climat en question. Qu'est-ce que j'ai observé aussi comme premier cru discutable? Eh bien, il y a quand même une histoire de Marange, qui était donc les appellations Marange datent des années 80. Autrefois, c'était des côtes de Beaune village. Les viticulteurs vendaient avant tout au négoce. Donc, le secteur a pris son envol, ce qui est une bonne chose, bien sûr. Mais ils ont eu des premiers crus dans la foulée. Et ça, franchement, c'est assez discutable. D'ailleurs, quand on voit les prix de différence entre les premiers crus et les villages, disons qu'on comprend. Et puis, c'est vrai qu'à force d'en mettre, ça devient un peu bizarre. Je vais prendre l'exemple de Saint-Aubin, dont les prix maintenant deviennent franchement affolants. Sur cette commune, les premiers crus représentent près de 80% à la surface. Donc, à la limite, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout le problème des appellations qui s'entassent en France. Si tout le monde a des appellations, ça ne veut plus rien dire du tout. Un petit exemple qui ne concerne plus la Bourgogne, c'est l'Alsace qui vient de décrocher des grands crus en pinot noir, ce qui n'existait pas avant. Tout le monde n'est pas d'accord, j'en ai discuté en me rendant sur place. Mais évidemment, les gens qui ne sont pas d'accord vont pas pleurnicher qu'on leur accorde quand même des grands crus. Voilà où en est la Bourgogne. C'est sûr que le marché est tellement porteur qu'ils peuvent se permettre un certain nombre de choses. On peut s'interroger, bien sûr, sur la politique de l'INAO, qui est un peu entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il y a le ministère de l'Agriculture et de l'autre côté, la base. Et sans leur faire de procès d'intention, c'est quand même plus facile de dire oui que de dire non. Voilà, à bientôt.